pour cette journée, je dirais, entre nous ce matin, un peu plus ouverte cet après-midi. On a à peu près une cinquantaine d'inscrits cet après-midi, d'acteurs de profils très très variés, très différents, grandes entreprises, grandes métropoles, acteurs associatifs, plus engagés, acteurs financiers, et puis on a aussi un certain nombre d'excusés qui, pour certains, nous feront des vidéos pour témoigner de leur engagement dans le développement territorial. Pour en citer quelques-uns, Cédric Zabot, le directeur général de l'AMRF, qui finalement a été mobilisé à l'Assemblée aujourd'hui et donc ne peut pas être présent, ni ce matin, ni cet après-midi. En revanche, il m'a autorisé à parler en son nom. Donc en son nom, je vous remercie d'être venu. Et officiellement, effectivement, me permet de partager avec vous ce partenariat entre l'Alliance Lancer Économie et l'Association des maires ruraux de France dans le déploiement au niveau national de la fabrique du co-développement territorial que vous connaissez bien et qui nous rassemble aujourd'hui. On a également parmi les excusés Frédéric Motte, le président encore pour quelques jours du MEDEF des Hauts-de-France, qui suit l'Alliance et la fabrique du co-développement territorial depuis ses premiers jours, qui est très engagé et qui est assez symptomatique de cette famille d'entrepreneurs qui considèrent que l'entreprise doit faire du profit et également répondre aux enjeux de notre société. Parmi les excusés également, nous avons des financeurs comme la plateforme Raisers qui fait du financement participatif. Voilà. Des acteurs bancaires également qui ont été invités comme Arkea qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui. Voilà. Un certain nombre d'acteurs, vous voyez, aussi bien du monde de l'entreprise que du monde financier qui s'intéressent au co-développement territorial, à le porter dans leur univers et à le financer. Et c'est bien l'objet aujourd'hui de cette journée que de partager à la fois les opportunités pour les territoires, pour les entreprises, pour les associations, pour les acteurs de la recherche et de l'innovation, les opportunités que la fabrique de développement ouvre, mais également d'échanger entre vous sur les difficultés que vous pouvez rencontrer, les interrogations que cela suscite. Et j'insiste, cette journée, aussi bien ce matin en petit comité que cet après-midi, l'objectif c'est vraiment de pouvoir échanger entre vous. Alors la configuration de la salle est ce qu'elle est. On sera 20, une petite vingtaine ce matin, 40, 50, 60 cet après-midi, on verra. Mais dans tous les cas, ce que vous allez retirer de cette journée va dépendre de la liberté de parole que vous allez vous autoriser. Et donc je vous invite, les uns les autres, à avoir cette liberté de parole qui fait qu'aujourd'hui on arrive à travailler d'une manière différente et à atteindre des résultats exceptionnels parce que justement on arrive à travailler de manière partenariale, chacun contribuant avec ce qu'il apporte à un développement commun. Voilà pour cette introduction. Je vais, pendant le temps qui me reste, on va dire à peu près une grosse 45 minutes, 40 minutes, je vais reparcourir avec vous la fabrique du co-développement territorial que vous connaissez, que vous mettez en œuvre dans vos territoires, avec des niveaux d'avancement différents. Donc, en termes de témoignages, on aura effectivement le témoignage de Courcy, avec la Micro 1112, qui est très avancé. Le témoignage de Cœur du Jura, largement représenté ici par son président, son DGS et un développeur émérite. Sur le développement en cours de ce dispositif qui est, je dirais, à la moitié de son amorçage. La ville de Saintes, la ville d'origine, qui est là et qui va effectivement démarrer cette fabrique de co-développement territorial dans les mois à venir, enfin, dès le mois de juillet d'ailleurs. Et puis, prochainement vont arriver nos amis toulousains du SICOBAL, qui sont aussi dans cette dynamique autour du développement territorial. Alors vous aurez ce document entre les mains après cette journée, vous pourrez lire plus en détail. Et juste un bref rappel sur les origines de la fabrique du développement territorial, les origines de l'Alliance.
Ce qui n'est pas écrit ici, c'est les origines. Pour moi, en tant que cofondateur à l'initiative de cette dynamique-là, j'ai attendu 10 ans que la France soit prête, qu'il y ait des interlocuteurs aujourd'hui prêts à s'engager dans ce co-développement territorial qui a été conçu dès 2009. On est en 2019. Aujourd'hui, on a nos 4 territoires pilotes. Bravo à vous. Un 5e que je vais annoncer tout à l'heure. Il a fallu attendre effectivement que les gens soient prêts à travailler ensemble différemment. Et on s'est appuyé également sur une étude de recherche-action, territoire et innovation qui a été conduite quand il était à la Tatar par Alain Moulet, ici présent à la table. Cette étude qui finalement préfigurait ce qu'on est en train de faire. Et Alain a eu la gentillesse de présenter cette étude une fois que moi-même je lui ai présenté le projet de déploiement de ce dispositif. Et donc on a constaté qu'une démarche d'entrepreneur qui était la mienne, une démarche de chercheur qui était celle qu'il avait conduite dans le cadre de Territoire et Innovation, arrivait aux mêmes conclusions et que de fait c'était peut-être pas de mauvaises conclusions et que le dispositif pouvait avoir une capacité à transformer nos modèles de développement en étant dans une démarche très opérationnelle, très action dans les territoires. Aujourd'hui, la fabrique du co-développement territorial, qui est portée par la coopérative Alliance Sens et Économie, elle est portée par un collectif qui a fait un certain nombre de constats qui sont largement partagés, on vous a mis quelques logos, par des acteurs aujourd'hui qui sont très impliqués dans la revitalisation des territoires, dans cette dynamisation-là. On a bien sûr l'Association des maires ruraux de France, mais grosso modo, les échanges qu'on a avec les autres associations de maires constatent également, font le même constat, mais on a aussi la Banque des territoires, le CGET, le programme de revitalisation de centre-ville Action Cœur de Ville, le programme de rénovation urbaine en rue, territoire d'industrie pour la revitalisation notamment des friches industrielles, et puis des programmes d'investissement à l'avenir. Quand on discute en direct avec les pilotes de ces programmes, ils font tous, individuellement d'ailleurs, et de manière complètement en parallèle, sans se concerter entre eux, ils font tous le constat de leur grande difficulté à créer des dynamiques de développement dans des territoires, en faisant travailler ensemble de multiples acteurs, bien sûr les élus, bien sûr les techniciens dans les collectivités, déjà les faire travailler entre eux, mais aussi les faire travailler avec des entreprises, avec des acteurs associatifs, avec les acteurs de la formation académique, bref, tous les acteurs qui ont un peu dans leur carton des innovations qui pourraient bénéficier au développement économique des territoires. Bien, tous ces acteurs-là aujourd'hui, pour des raisons diverses et variées, n'arrivent pas à travailler ensemble. L'État fait ce constat-là aussi, l'ensemble des actions qui sont conduites font ce constat-là. Il se pose la question de comment on peut recréer la confiance entre les parties prenantes dans les territoires pour réussir à les faire travailler, faire émerger, structurer et pérenniser des dynamiques partenariales, c'est comme ça qu'ils les appellent, l'objectif étant de collectivement créer de nouveaux moteurs de croissance, de développement économique, et également répondre aux enjeux de société, qui est indispensable aujourd'hui, donc les enjeux des territoires, on peut rapprocher aux objectifs de développement durable, qui inclut également le développement économique. Et se pose en troisième point la question de comment on arrive à avoir un modèle économique pour justement pérenniser cette relation partenariale, la fertiliser et faire en sorte qu'il y ait finalement de nouvelles activités qui répondent à la fois à des enjeux économiques et à la fois à des enjeux de développement durable à travers ces relations de partenariat. On a ainsi trois axes qui ont été identifiés comme étant des éléments de blocage: la défiance et le cloisonnement entre les acteurs d'un territoire, le manque d'ingénierie financière, immobilière, numérique, mais aussi d'évaluation de la création de valeur sociétale, donc financière, qui devient de plus en plus importante, l'impact d'une activité en termes écologiques, en termes sociaux sur son territoire. Le troisième point bloquant, c'est le manque de recherche partenariale. C'est-à-dire qu'on doit faire autrement aujourd'hui, on doit travailler autrement. Et donc on n'a pas une solution clé en main miraculeuse qui pourrait satisfaire tout le monde, la même chaussure, la même taille, pour réussir. Ça ne marche pas. Ça fait 30 ans qu'on raisonne comme ça. Aujourd'hui, on commence à avoir, c'est pour ça que 2019 est l'année de démarrage du co-développement territorial, on a effectivement une prise de conscience de tous les acteurs que l'on doit être dans un processus permettant de faire réémerger la confiance
acculturer, donner le goût de travailler de manière partenariale entre les différents acteurs, faire tomber finalement les a priori, par exemple le milieu associatif qui a peur de l'entreprise, qui est le grand capital qui leur fait du mal, et de l'autre côté le milieu de l'entreprise qui regarde de haut le milieu associatif, parce que c'est bien connu, ils n'ont pas de modèle économique, donc ce sont des incompétents. Je caricature effectivement à l'extrême, mais malgré tout on ressent ça à toutes les strates. Et il y a effectivement le besoin d'être dans une dynamique d'expérimentation, ce qu'on appelle de recherche partenariale, et même s'il y a aujourd'hui des injonctions à l'innovation et à faire de l'expérimentation, on a encore beaucoup d'obstacles à lever au niveau des institutions publiques et privées pour ce passage à l'acte et pour le financement, pardon Claire, on parle de ça, de ces dynamiques d'expérimentation, de recherche-action par exemple. Tout ça nous a amené à ce qu'on appelle aujourd'hui la fabrique du co-développement territorial, qui est à la fois une alliance de territoire dont vous faites partie, et à la fois une communauté d'action d'acteurs publics, privés, de ces quatre familles des parties prenantes qui font les territoires, qui font la création de valeur, le monde de l'entreprise, le monde associatif et l'économie sociale et solidaire, le monde des acteurs publics, nationaux et territoriaux, et le monde des acteurs académiques et de la recherche. En fait, on fait tous partie d'une même société, on est interdépendants, et notre avenir dépend de notre capacité à travailler ensemble. Dans la fabrique du co-développement territorial, pour arriver à cet objectif-là, on a fait un choix. Un modèle de développement partenarial, on va appeler de coproduction, qui est une pratique assez répandue dans certains métiers. On peut parler par exemple du cinéma. Dans le cinéma, on parle de coproduction. C'est assez imagé. J'évacue la question du partage de la valeur équitable entre les coproducteurs d'un film. Ce n'est pas le sujet, et on va s'arrêter là sur la comparaison, mais un bon film, ben, il faut un scénario qui se bonifie aussi dans la relation avec les parties prenantes du film. Il faut de bonnes équipes, donc de bons comédiens, de bons techniciens, de bons éclairagistes. Merci Eric pour l'éclairage aujourd'hui. Et il faut de la bonne post-prod, enfin bref. On a besoin d'équipes, d'acteurs qui sont, pas d'acteurs comédiens, mais d'acteurs qui sont avec des compétences différentes, toutes indispensables pour la réussite du tournage, de la diffusion du film, et donc la réussite collective. Ce choix-là a été fait avec une approche en innovation ouverte. Cette idée que collectivement, si on est dans une logique ouverte d'innovation, on arrive à trouver des solutions que l'on n'arrive pas à trouver quand on est dans une logique d'innovation fermée, chacun dans son coin, en silo. Et on le constate, c'est un fait. On a fait le choix d'innovation ouverte, mais avec un modèle économique, avec une logique de licence qui permet aux innovateurs et aux contributeurs à ces innovations, dans un processus de co-construction de solutions innovantes, d'avoir un retour sur investissement sur l'exploitation qui est faite finalement de cette ressource commune issue de ce processus d'innovation ouverte. L'objectif étant de créer ensemble une activité qui va créer de la valeur économique, qui va créer de la valeur sociétale, et dont les parties prenantes qui ont été à l'origine finalement de l'innovation ou de cette offre, eh bien, vont avoir un partage de la valeur dans le respect des contributions des uns et des autres, à la fois dans la phase de maturation du projet et à la fois dans la production de la réalisation de cette activité. Donc on est à partir de ce processus-là, dans une démarche à deux étapes, la co-construction de projet, qui allie sens et business, sens et économie. Et là, on retrouve la nécessité d'être dans des dynamiques de recherche-action, d'expérimentation, de hackathon. Tous ces modèles-là qui sont aujourd'hui un peu en émergence, voire qui commencent à prendre leur place, et qui sont d'autres manières de créer l'innovation et de la valeur. Et arriver sur la coproduction d'activités. Alors c'est là où on va jusqu'au bout de la réflexion, beaucoup de travail sur la coconstruction en innovation verte. De notre objectif de cette coconstruction en innovation verte, c'est d'aller jusqu'à coproduire des activités, notamment, comme on l'évoquera tout à l'heure, les coopératives d'intérêt collectif, le développement de nos territoires, s'inscrivent dans ce processus-là. Des moyens mutualisés dont les territoires ont besoin s'inscrivent également, la construction de ces moyens-là s'inscrivent également dans ce processus-là. Voilà, je
je tenais à rappeler ces éléments-là qui sont très structurants dans la démarche que l'on a, du fait que cette fabrique du co-développement territorial est là vraiment pour créer de l'activité, quels que soient les domaines, avec une philosophie, une approche qui implique l'ensemble des parties prenantes. Et ça prend la forme de l'ensemble d'un dispositif, une boîte à outils ouverte qui a vocation à mailler l'ensemble des territoires, quelle que soit leur taille, à les mailler et à leur permettre de disposer de moyens mutualisés. Moyens mutualisés qui répondent à un enjeu aujourd'hui majeur dans les territoires par rapport au manque d'ingénierie qu'on a évoqué tout à l'heure, de faire arriver dans les territoires des ressources qui existent en général, mais qui n'arrivent pas jusqu'aux projets dans les territoires, notamment parce que les projets dans les territoires n'ont pas forcément la taille critique pour être soit visibles des ressources disponibles, soit pour être finalement rentrés dans un processus d'évaluation leur permettant de disposer de ces ressources. Cette boîte à outils du co-développement territorial, de la fabrique, s'articule sur deux communautés, deux réseaux. Le réseau du co-développement territorial, qui lui va mailler les territoires, justement à travers l'émergence de ces sociétés coopératives d'intérêt collectif, qui sont des petites alliances sans économie locale, en fait, si on reprend l'histoire. L'alliance est elle-même une société coopérative d'intérêt collectif, ça veut dire une entreprise qui a pour mission de réaliser l'intérêt collectif de ses associés. Nos associés sont des entrepreneurs, des acteurs associatifs, des acteurs des collectivités, des acteurs du monde académique qui ont envie de contribuer à la transformation des modèles de développement pour être dans des modèles de développement basés sur du partenariat entre les parties prenantes et basés sur la création de valeur économique et sociétale. Eh bien, de la même manière, on retrouve dans les territoires des gens qui ont envie de ça. Et à travers la création, l'accompagnement de la création de SIC, Sociétés coopératives d'intérêt collectif de co-développement territorial dans vos territoires, eh bien, on arrive à faire émerger, à fédérer les acteurs des territoires, dans vos territoires, qui ont envie de ça. Et de les fédérer autour d'une action commune qui consiste à travailler sur la... on a deux axes qu'on va évoquer après, mais vous les connaissez, travailler sur les locaux vacants et les usages du numérique, les deux en même temps qui sont intéressants parce que finalement, au quotidien, que l'on soit un habitant, un entrepreneur, une association, une école, on vit dans un milieu à la fois physique et un milieu à la fois numérique. Donc aujourd'hui, il faut penser notre environnement physique et numérique en même temps. Vas-y, viens. Alors regarde là après, pour que je puisse tenir dans les temps. Deuxième élément, le club Sensé Économie. Derrière ce club, en fait, l'objectif, c'est de fédérer entreprises, associations, acteurs, collectivités et acteurs académiques et leur réseau. Derrière ce club, pour les amener à co-construire les moyens mutualisés dont ils ont besoin. Et donc, amener les acteurs du monde de l'entreprise, du numérique, du monde de la finance, du monde immobilier et de l'évaluation sociétale à contribuer à la co-construction de ces hubs, comme on les présente. Ce sont des espèces d'entreprises partenariales qui ont vocation à faciliter l'émergence de ces moyens mutualisés dont vous avez besoin dans les territoires, en partant des savoir-faire des acteurs métiers, mais en travaillant sur, on va dire, les moyens communs, les biens communs de ces métiers-là, en développant des outils qui vont être pour certains open source. Il y aura toujours un modèle économique, ce seront des entreprises, mais malgré tout, l'objectif de ces entreprises, c'est de rendre accessibles des solutions et des moyens aux territoires et aux acteurs des territoires, là où aujourd'hui, c'est bloqué en général au niveau de strates de grandes métropoles, par exemple. Donc doter les sites de moyens mutualisés, c'est l'objectif du club Sensé Économie, et puis généraliser donc ces pratiques de partenariat et de coproduction. Et nous avons Toulouse qui nous rejoint. Bienvenue. Bonjour.
il en reste 20 minutes. Vous savez que je suis très bavard, mais c'est un vrai challenge pour moi. Ça écoutera au montage. Bon, merci à nos amis du Sicoval d'avoir fait le déplacement, à traverser la chaleur, les aléas des transports. Les bienvenus. Parmi les nouvelles, à 10h30, je vais devoir vous quitter parce que nous avons un rendez-vous au ministère de la Cohésion des Territoires pour présenter la fabrique du développement territorial aux équipes des deux ministres à 11h. Je vous rejoindrai pour l'après-midi après, mais effectivement, je vais devoir écourter la présentation. On a repassé ici en revue les deux composantes principales de la fabrique du co-développement territorial, de ce maillage des territoires à travers des sites de co-développement et puis les moyens mutualisés, donc là, le réseau du co-développement territorial et le club censé et économie de l'autre. Vous voyez un cinquième territoire, ce qui n'était pas dans nos précédents documents. Ce cinquième territoire, c'est un territoire, cette fois-ci à partir d'un projet immobilier qui fait de la démonstration que les sites de co-développement territorial peuvent être financés, et là pour le coup à 100%, dans le cadre d'opérations immobilières, par, là pour le coup c'est Bouygues Immobilier. Ils feront ça avec une logique économique et humaine, à partir d'un projet dans le cadre d'Inventons la métropole du Grand Paris, sur lequel nous sommes lauréats, et très fiers d'avoir été lauréats avec eux. C'est le premier projet immobilier qui va se doter d'une cible de co-développement territorial dès le départ, qui va être livré ensuite au territoire pour jouer son rôle après la phase de montée en puissance du projet, pour être un vrai moteur de développement économique du territoire. On va y revenir. La fabrique du co-développement territorial, donc cette articulation avec les deux réseaux, c'est aussi un modèle économique. Et c'est ça qui fait notamment que nous sommes reçus par le ministère, mais aussi par Action Cœur de Ville, par Territoire d'Industrie, par les pilotes de la fabrique des tiers-lieux, des 300 tiers-lieux qui ont été lancés il n'y a pas très longtemps. C'est que là où on a une approche apprenante de co-construction, on a aussi un modèle économique, c'est-à-dire que la co-construction s'inscrit dans un modèle assez bien balisé, que l'on connaît, qui est le modèle de l'affiliation, un réseau d'affiliation. Pour certains, je vais évoquer la notion de réseau de franchise, c'est un peu le même esprit, sauf que c'est un réseau d'affiliation, de franchise, de sociétés coopératives d'intérêt collectif. Et ça change tout. Une société coopérative d'intérêt collectif n'ayant pas pour vocation à rémunérer le capital, elle le fait, mais très faiblement, et a pour statutairement obligation de réinvestir majoritairement ses profits dans son objet social, servir l'intérêt collectif, présentement un territoire, et bien là on a un dispositif assez vertueux par rapport à l'objectif de stimuler le développement économique durable des territoires. Dans un réseau d'affiliation, on a un affilieur et on a des affiliés. Et bien là pareil, la SIC Alliance Sens Économie joue le rôle d'affilieur, d'animateur, d'activateur, de capitalisation de ce qui se passe dans les territoires pour en faire bénéficier l'ensemble des territoires affiliés, également de transfert d'expérience et d'innovation et de fourniture au territoire de boîtes à outils leur permettant d'aller plus vite, d'être plus performantes dans l'activation de cette dynamique partenariale à partir des spécificités de chacun des territoires et de leur fournir également, je dirais, back-office, y compris les moyens mutualisés, les fameux hubs, permettant au territoire de réaliser leurs projets dans de meilleures conditions. Donc on a là un schéma qui résume bien en fait l'articulation entre les hubs au service des cycles affiliés, la logique de circulaire entre l'alliance affilieur et les cycles affiliés, où il y a un jeu de l'alliance assure une animation transversale et fait remonter les cycles affiliés les expériences terrain et permet en les capitalisant d'en faire bénéficier l'ensemble des territoires. Donc il y a là un cercle vertueux, et puis les cycles bénéficient également des offres, des hubs métiers, pour les commercialiser aux entreprises, associations et globalement tous les acteurs socio-économiques de leur territoire, avec une logique de reversement par l'ensemble de ces hubs, d'une commission, on va dire, de distribution de ces services aux cycles
affiliés donc dans vos territoires. Voilà. Ce dispositif-là qui a été pensé, on travaille à le mettre en œuvre avec vous, et donc on va co-construire ensemble concrètement la mise en œuvre économique de ce système-là, en sachant que les sites affiliés vont avoir des modèles économiques qui vont varier en fonction des projets de territoire, de leur spécificité. Pour citer témoignera de la spécificité de la SIC Microville 112, c'est que ça va être une SIC majoritairement foncière, compte tenu de la problématique qu'elle adresse à l'origine. Le réseau du co-développement territorial, aujourd'hui c'est vous, c'est ça. Ces 4 territoires, plus donc dans le Paris 15e, le projet de SIC du projet EDA avec Bouygues Immobilier. Ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on peut être fier d'avoir fait émerger un noyau d'un réseau national de développement territorial qui, ensemble, peut essayer de faire une démonstration de notre capacité collective, parce qu'on veut le faire comme ça, de mettre en synergie une métropole. Là, on est sur Paris, avec la SIC sur le projet EDA, des villes moyennes, avec 5 dans le cadre d'Action Cœur de Ville par exemple, mais aussi des communautés d'agglos près de grosses métropoles du côté de Toulouse, avec le Cycloval, et puis des situations plus rurales, avec Courcy, à la Couture de Reims, ou avec Cœur du Jura, 3 centres-bourgs. On a là une articulation entre métropole, ville moyenne et ruralité. Et l'un des défis on va être en capacité de relever aujourd'hui collectivement, c'est de faire la démonstration qu'on va savoir créer des synergies entre vos territoires, qu'ils soient ruraux ou qu'ils soient plus gros. En réalité, vous avez chacun des atouts qui peuvent bénéficier à d'autres. Je laisserai Boyan éventuellement illustrer ce qui a pu être fait déjà sur Saintes sur un thème du Noël russe. C'était assez amusant et ça montre bien, de manière anecdotique, comment ruralité, ville moyenne et métropole finalement peuvent travailler ensemble et mettre en synergie les atouts qu'ils ont. Et parfois les villages ont des atouts cachés. Pourquoi une SIC ? Je pense qu'ici vous êtes tous à peu près acclimatés à ce qu'est une SIC. Mais ça fait du bien de le rappeler, c'est parce que c'est un espace où on peut travailler autrement ensemble, un espace de confiance pour coproduire. C'est pas un guichet où on vient chercher de l'argent ou quoi que ce soit. C'est un guichet, peut-être que c'est un guichet, mais c'est un guichet où surtout je dirais un espace, un lieu, un endroit où d'où que l'on vienne du territoire, entreprise, assos, élus, techniciens, en fait, on doit pouvoir se dire que dans cette SIC, je vais pouvoir travailler autrement. Je vais pouvoir avoir la liberté de parole à laquelle je vous ai incité en début de cette journée. Je vais pouvoir faire des propositions sans être jugé par rapport à mon statut. Et ça va aussi dans la relation entre entreprises et associations que j'ai évoquée tout à l'heure. C'est essentiel. C'est aussi une structure juridique qui, dans sa forme en tant qu'entreprise, rassure à tous les points de vue sur le fait qu'elle n'est pas là pour faire de l'argent sur le dos de ses participants, même si elle est là pour faire de l'argent, que de toute façon, si elle en fait, ça va être partagé avec l'ensemble, réinvesti dans la mission d'intérêt collectif, et qu'il y a une gouvernance partagée, une gouvernance partenariale très particulière, innovante, qui est aussi une boîte à outils juridique, qui peut amener à 2 extrêmes. Un premier qui est l'entreprise démocratique. Certains, et c'est déjà le cas dans les scopes, aspirent et veulent mettre en œuvre des entreprises démocratiques qui personne une voix. En tant qu'entrepreneur, on sait que c'est délicat, que tout le monde n'est pas prêt à ça, et quand on veut faire travailler ensemble des gens très différents, avec des rapports de force qui peuvent être par rapport à une personne, une voix, des populations surreprésentées par rapport à leur engagement dans justement la coproduction, dans l'action de l'offre de cette coopérative, ça peut poser des problèmes. Donc effectivement, la SIC a été conçue pour apporter une réponse
avoir une gouvernance partagée mais gouvernable. Et donc le législateur a introduit cette notion de collège. Une SIC, ce sont des collèges qui s'expriment et on est associé dans un collège avec une voix dans un collège. Et chaque collège a entre 10 et 50% des droits de vote. C'est une boîte à outils. On peut construire des collèges comme l'on veut, mais on doit respecter une règle principale, d'avoir au minimum 3 collèges. L'un qui représente ce qu'on appellera les coproducteurs, les salariés, les fournisseurs, les partenaires qui vraiment participent à l'offre de l'entreprise. Un deuxième collège qui va rassembler tous les bénéficiaires directs et indirects de l'offre de l'entreprise. Ça peut être les clients, ça peut être les habitants. Et là encore, c'est un choix qui s'établit dans les statuts. Et on n'accueille pas n'importe qui en tant qu'associé, hein, donc c'est un choix du conseil d'administration de l'entreprise. Mais voilà, il y a cette obligation d'avoir les bénéficiaires finalement du service que l'entreprise est censée rendre en tant que participant à la gouvernance de l'entreprise. Et puis un troisième collège obligatoire, il en faut au minimum 3, dont la définition est restée libre. Chaque collège, je le répète, ne peut avoir qu'entre 10 et 50% des droits de vote. En général, de manière sécuritaire, surtout à l'amorçage des SIC, il y a un collège de fondateurs avec 50% des droits de vote. Les autres collèges sont établis avec des rapports plus ou moins égalitaires. Ça peut et ça doit évoluer dans le temps, puisqu'on part d'une situation de départ où la confiance n'est pas acquise, les habitudes de partenariat ne sont pas acquises. En général, on part en terrain miné, soyons clairs. Et de l'autre côté, plusieurs années plus tard, peut-être une, peut-être deux, peut-être 5, une fois que la situation est posée, que les pratiques sont ancrées dans de collaboration avec les territoires, on peut se permettre effectivement un rééquilibrage plus naturel. Voilà sur le pourquoi une SIC, pour mailler les territoires, porter un projet de développement économique durable des territoires avec l'ensemble des parties prenantes. Structurellement, la SIC permet le changement de posture que j'évoquais tout à l'heure et permet effectivement d'avoir des acteurs qui peuvent travailler à égalité de dignité. Ce n'est pas l'égalitarisme, mais c'est effectivement une ouverture sur ce que l'on peut proposer indépendamment de son statut. Le réseau du co-développement territorial se déploie, donc c'est coopérative d'intérêt collectif, le co-développement se déploie en 2 phases. Une phase d'amorçage et une phase de développement. La phase d'amorçage, c'est celle que j'évoquais, c'est celle où on avance en terrain pas forcément toujours amicable, mais où effectivement on a un processus d'amorçage de dynamique partenariale publique-privée, un processus à travers lequel on va développer l'envie de travailler ensemble, ce qu'on appelle l'affectio societatis quand on crée une entreprise. Et on va le faire en travaillant sur l'offre de la coopérative et donc sur l'émergence de son modèle économique. Et il a fallu trouver un prétexte pour mettre tous ces gens-là autour de la table. Et le prétexte aujourd'hui qui fait l'adhésion unanime des acteurs d'un territoire, c'est les locaux vacants. Ce sont les friches et ce sont les nouveaux usages du numérique. 2 sujets donc qu'on choisit de traiter de manière unifiée parce qu'on vit dans un monde à la fois physique et numérique et quand on travaille sur les usages et faire émerger finalement les services répondant aux besoins des habitants, des entrepreneurs, des associations, des collectivités elles-mêmes, des acteurs de la formation, de l'enseignement supérieur et de la recherche, quand on s'intéresse à servir finalement de plateforme de développement pour ces acteurs-là, eh bien il faut avoir des lieux et des outils numériques pour le faire. Et c'est cette phase d'amorçage qui se passe sous la forme d'un programme de recherche-action qu'on appelle le PACT, parcours d'amorçage du co-développement territorial, qui est tout à fait d'ailleurs dans la continuité de la recherche-action de Territoire Innovation, qui est à la genèse de tout ce dispositif, et qui, territoire après territoire, on a fait d'abord sur Courcy, on a appris à faire sur Courcy, on a lancé ensuite sur Cœur du Jura,
On est en train de lancer sur Saintes et sur le Sicoval, territoire après territoire, on tire les enseignements de ce processus à travers un protocole qui finalement libère, donne une liberté d'action aux différents acteurs sur un territoire, mais dans un cadre. Eh bien, territoire après territoire, tous ces enseignements nous permettent de tirer les conclusions des conditions de réussite et des facteurs clés d'échec que l'on a pu constater, ou de difficultés qu'on a pu constater dans les territoires, et donc d'enrichir la compréhension de comment on arrive à faire réussir, à faire émerger ces développements partenariaux publics-privés dans les territoires. La deuxième phase, c'est une fois qu'on a fait cette première étape, on rentre effectivement dans une phase de développement, on a une offre pour la SIC, on a un modèle économique, la SIC devient ce qu'on peut appeler une plateforme locale de développement économique, à la fois partenariale et à la fois durable. Et on a donc commercialisation des services que propose la SIC, des services qui vont être différents selon vos territoires, bien évidemment, et exploitation de moyens mutualisés. Comme je le disais, la SIC locale sert de distribution pour des moyens mutualisés, notamment les 4 hubs métiers qu'on a introduits tout à l'heure. Donc des moyens pour valoriser du foncier, des tiers-lieux totems, des marques, des équipements, tout un tas de solutions. Et j'aurais tenu à peu près mon délai. Je reste 5 minutes. Je vais juste, pour que vous voyez les noms des uns et des autres, vous allez pouvoir discuter après notre départ donc, de l'expérience conduite sur par le village de Courcy et nous-mêmes avec la micro 112. Martine Joly, madame le maire, Régine Lafontaine, adjointe. Alors, excusez-nous s'il y a des coquilles ou des erreurs de titre, mais on pourra corriger dans la version finale qui sera diffusée. Exactement, merci. Il n'y a pas d'égo ni chez nous ni chez vous, c'est parfait. Voilà pour l'introduction. Alors, vous aurez quelques photos que vous pourrez utiliser. Le Sicoval, alors c'est pas du tout dans un ordre quelconque. Emmanuel Auger, directeur du cabinet du président. Voilà, je vais essayer de le localiser. François Orsini d'Enova, avec qui j'ai eu de longues discussions passionnantes. Alain Sériès, le maire d'Escalins. C'est le troisième, Escalquins. Escalquins. Très important. Ah, désolé, de toute façon, je savais que j'allais me tromper. Déjà mauvais point. Aïe, aïe, aïe. Ouais, mais j'ai dit le 1. Donc, ils sont venus de Toulouse et qui vont nous parler du projet de développement du Sicoval. Michel Franconi, le président de la communauté de communes de Cœur du Jura, Pascal Bride, DGS, et Florian Pierre, développeur, qui sont vraiment des acteurs assez impressionnants sur Cœur du Jura. Je leur inviterai à parler de la manière dont ils arrivent à mobiliser à la fois élus et maires, avec les difficultés et les réussites, mais aussi les techniciens. Nous, on a été très impressionnés de ce travail technicien-élu. Ce n'est pas toujours le cas dans tous les territoires, mais il y a un alignement de vision et de travail qui est remarquable. Je ne veux pas dire que dans les autres, ce n'est pas le cas, mais on a là un partage d'expérience intéressant. La ville de Saintes, avec Marcel Ginoux, je suis ravi d'accueillir, puisque Saintes est ma ville d'origine, vous ne le saviez peut-être pas, et donc une affection particulière pour cette ville gallo-romaine, et Boyan Sibal, manager de centre-ville, avec qui on conduit un travail de fond depuis plusieurs mois. Et enfin le projet EDA, qui est là juste pour la forme, donc voilà le projet de construction, la première fabrique de développement territorial intégrée dans un projet immobilier, avec une site de préfiguration immobilière qui se transformera en site de développement territorial dans un processus en 2 temps, donc l'amorçage et finalement le développement. C'est une adaptation du PAC, puisque là on n'est pas dans la recherche-action, mais dans une intégration finalement d'un budget de développement pour la création d'une site de co-développement sur un territoire métropolitain. Ok, ça ce sera pour cet après-midi. Le club Sens Économie, je vais y passer rapidement, juste pour que vous compreniez que on travaille à la fois très territoire, très local, mais également très national,
à faire en sorte de pouvoir œuvrer au changement des pratiques et donc œuvrer également à l'évolution des métiers et des compétences pour transformer les territoires. Et quand on dit transformer les territoires, c'est transformer les acteurs des territoires aussi, les commerces, les commerçants, les entrepreneurs, les grandes entreprises, les acteurs associatifs, les acteurs académiques. On est donc à la fois intervenant actif sur la contribution référentielle du métier de ce qu'on appelle les catalyseurs territoriaux, un terme qui a émergé du travail fait par le RAMO et le CGET, et on fait partie des 12 catalyseurs pionniers qui contribuent à définir par le retour d'expérience et la modélisation de métiers donc ce contour et ce référentiel métier de catalyseur. On fait partie du réseau des pionniers des alliances en territoire, toujours piloté par le RAMO, qui a eu lieu l'année dernière, et au sein duquel on a une position un peu particulière, il nous qualifie d'infrastructure du co-développement territorial, et c'est vraiment notre rôle avec justement ce réseau de SIC affiliés, et puis potentiellement d'autres acteurs non sous forme autre que les SIC qui pourraient nous rejoindre, parce qu'on partage les mêmes objectifs. On est également en interaction avec le monde des tiers-lieux, on est sociétaire de la coopérative des tiers-lieux bien connue en Nouvelle-Aquitaine, interaction avec l'écosystème du monde de la recherche à travers l'Alliance Sciences et Société ALIS, dont nous sommes également administrateurs. Et puis on assure l'interaction avec finalement des territoires ouverts à de nouveaux modèles de développement, territoires que vous êtes. Et ça donne là l'éventail finalement des mises en synergie qui sont possibles et des contributions que l'on peut faire sur différents plans dans vos territoires. Petit diapo illustrant la grande diversité des acteurs aujourd'hui qui ont contribué depuis ces 5 dernières années, on va dire, avec certains plus récemment et d'autres de longue date, mais à ce qui est devenu finalement la fabrique du développement territorial. Vous constaterez qu'il y a autant des BDF que des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, ou encore la FONDA. D'ailleurs, Yannick Blanc, j'ai connu quand il était président de la FONDA, qui porte la dynamique de la transformation du milieu associatif, s'est excusé de ne pouvoir être là aujourd'hui. Le groupe La Poste également, avec qui on va commencer à travailler également, à être en action sur Saintes. Et vous voyez quelques acteurs immobiliers qui sont tout à fait dans cette dynamique-là et qui, en mode projet, voire en mode stratégie nationale pour certains, sont très proches de nous et avec qui on est en train d'engager des discussions très intéressantes. Acteurs de la recherche également, acteurs publics, que ce soit le ministère, les associations de maires et d'interco, dont l'association des maires de France a été la première à nous rejoindre, des liens avec les régions, indirect à travers vous, mais aussi direct dans le cadre du Grand Est, où on est très heureux d'avoir atteint un objectif après 2 ans on va dire de discussion, de dialogue pour se faire comprendre et aussi pour être pris au sérieux en tant qu'initiative venant d'un village avec une ambition folle comme celle de la micro 112. Eh bien, aujourd'hui, au niveau de la région Grand Est, on va dire une task force qui a été constituée pour mettre autour du projet de la micro 112 aussi bien le cabinet du président de la région que les services, l'ensemble des services techniques, pour mobiliser les dispositifs de la région Grand Est pour soutenir le développement, donc là on parle de financement, soutenir le développement de cette dynamique de développement économique durable à partir de la micro 112, près de Reims. Les hubs, toujours dans le club Sens et Économie, donc l'objectif est de rassembler les acteurs de ces différents univers. L'objectif également de les amener à co-construire ces solutions qui ont des objectifs très clairs, très ambitieux. Solutions numériques à travers le numérique. L'objectif, c'est de réussir à faire venir dans les territoires des solutions qui s'inscrivent dans le web de demain, qui est déjà possible aujourd'hui, ce qu'on appelle le web décentralisé. Le web décentralisé, c'est quoi? Sans être en opposition avec les GAFA, j'utilise Google tous les jours, et ce sont des outils extraordinaires. Néanmoins, si le web s'est développé de manière centralisée jusqu'à présent, aujourd'hui on peut le faire autrement. Et on a une obligation
et un enjeu de société et d'ailleurs ça a un impact au niveau environnemental, que nos données nous appartiennent, que nos données ne soient pas dupliquées, démultipliées dans les serveurs des multiples plateformes centralisées, là il y a un impact en termes environnementaux, et qu'on puisse effectivement centraliser nos données dans un espace numérique dont on est propriétaire, et qui nous permet de donner accès à nos données aux applications dont on a besoin, dont on veut servir, et qui répondent à nos besoins en tant qu'individu, en tant que père de famille, en tant qu'entrepreneur, en tant que développeur, en fonction des usages personnels et professionnels que l'on peut avoir de nos données. Eh bien, on pourra donner accès à ces données à des plateformes, par exemple de mise en avant des commerces, par exemple de pouvoir avoir potentiellement un dispositif qui fasse un Amazon décentralisé qui permette à des acteurs indépendants de disposer de plateformes mutualisées de distribution de leurs services, ce qui est la puissance d'Amazon aujourd'hui. Ces solutions-là, technologiquement, elles sont possibles, accessibles, les compétences en France existent, on est relié avec elles et on est en train de développer, dans le cadre de ce processus de reconstruction du hub numérique, des solutions avec pour objectif de créer à horizon 2020 ce hub numérique ainsi que les autres. Plus rapidement, sur la finance, un certain nombre de projets sont en cours de construction et donc on est interconnecté avec eux pour faire tomber dans les territoires des lignes de financement, qu'elles soient européennes, nationales, régionales ou dans le cloud, autrement dit dans les entreprises ou dans les habitants qui sont capables de cofinancer ensemble des projets qui répondent à leurs attentes à la fois personnelles et professionnelles. On a là tout un travail d'interface entre des projets de territoire et des moyens financiers qui existent, à flécher sur deux objets principaux, la recherche partenariale, la recherche-action, dont on sait qu'elle manque de lignes de financement, et on travaille avec Alice, Alliance Sciences Société, en ce sens auprès des ministères, pour que la recherche-action, la recherche partenariale, soit enfin reconnue comme un domaine de recherche à part entière, donc avec ses budgets, mais aussi donc de l'argent fléché pour investir dans des entreprises partenariales, autrement dit des entreprises qui sont dans ces logiques de coproduction, qui sont dans ces valeurs, de créer de la valeur à la fois économique et de la valeur sociale, autrement dit de contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable. Parallèle et lien tout direct avec le profil censé économique qui lui aussi est lié aux objectifs de développement durable. Il faut bien évaluer l'impact d'une activité par rapport aux 17 objectifs de développement durable. Et donc là, le profil censé économique qui est l'objectif du hub évaluation est là pour ça. Et enfin, le hub immobilier. Le hub immobilier a pour vocation à développer et accélérer la transition immobilière. Donc comment on arrive à plus vite redonner de la vie là où il n'y en a plus ou là où il n'y en a pas assez. Et donc là, c'est travailler à définir des moyens communs mis à disposition des territoires pour accélérer ce dispositif. On est en plein dedans à travers le parcours d'amorçage du co-développement territorial qui travaille sur justement trouver de nouveaux usages, co-construire de nouveaux usages avec les acteurs d'un territoire pour des friches et de locaux vacants. Voilà sur les hubs. Et j'en aurai fini. Et cet après-midi, nous verrons le plan de déploiement qu'on propose de dérouler avec vous et l'ensemble des partenaires publics-privés pour mettre en œuvre ce dispositif, l'élargir au-delà des 4 territoires, 5 territoires maintenant, du co-développement territorial.